Bonjour à tous, c'est Maximien Khalil de la Prime Squad pour MTG Prime, et aujourd'hui je vous accueille pour le deuxième épisode de ma série de vidéos sur les decks bleu midrange en DC. Aujourd'hui on va parler de Loot, le pionnier, le général Témur à 5 mana. On va parler évidemment d'Aragorn, et je vais vous faire un petit report de mon dernier tournoi. Je vous emmène avec moi pour ça. Allez, go! Alors, c'est parti pour Loot. J'avais envie de parler de ce général parce que je suis tombé dessus, évidemment, en me baladant sur MTG Top 8. Je suis tombé sur ce trial sur MTGO et je vois ce dénommé Salvato qui gagne un trial de 16 joueurs. Je sais pas comment ça fonctionne ces bidules-là parce que j'en ai pas fait. Je pense qu'on peut être plus que 16. Il y a 18 joueurs évidemment, donc on peut. Et il joue cette petite merveille. Alors, Loot the Pathfinder, donc en français c'est Rapine le pionnier. Donc c'est une 2-4 pour 5 dont Témur, Double Strike, Vigilance et Haste, qui a la capa Exhaust. La capa Exhaust, ça veut dire qu'on peut l'activer une fois seulement. Par itération de loot, évidemment. Si votre loot il quitte le champ de bataille et il revient, vous pouvez réactiver les capas. Donc pour un vert, on peut l'engager, il ajoute 3 manas d'une couleur. Pour un bleu, on l'engage, il fait Ancestral Recall, ce qui est vraiment fort. Et pour un rouge, on l'engage et il fait Bolt. Parce que évidemment, c'est Any Target. Même au départ, je pensais pas que c'était Any Target. Quand je me suis rendu compte que c'était Any Target, je me suis dit oulala, oulala. Donc, qu'est-ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est qu'en fait, déjà, c'est une tricolorité qu'on voit pas souvent. Parce qu'on va dire qu'elle est un peu sous-jouée parce qu'elle n'a pas de bon général actuellement. Je pense que ça, c'est un général qui est correct, qui est pas bon, mais qui est correct. Je pense qu'on est devant un solide tier 2. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter la liste que j'ai testée, parce que c'est la liste de ce monsieur que j'ai évidemment testé pour, euh, dans le but d'essayer le deck. Et dans un second temps, je vous présenterai les modifications que j'ai apportées à la liste et ce que j'ai fini par jouer. Et ce que je finirai par emmener en tournoi si jamais je décidais de jouer ça demain. Je pense que je ne déciderai pas d'emmener ce deck en tournoi, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer et je pense que c'est un deck qui est capable de gagner un tournoi. Après, il faut de la réussite, un peu comme tous les decks, mais il faut un peu plus de réussite, on va en parler ensemble. Donc, déjà, il y a toute sa mana base, il joue Cactus Préserve, qui est drôle, parce que son général coûte 5 mana, donc c'est très bien. Il y a un passage fabuleux, ça je suis pas très sûr, mais je pense parce qu'il veut augmenter le nombre d'îles dans son deck pour Mystic Sanctuary. Il y a une mana base assez spéciale pour un deck 3 couleurs, vu qu'il joue 10 îles. On va voir qu'il a un deck très coloré bleu. On va parler évidemment des forces de rapine, ou des forces de la liste de ce monsieur, qui sont de jouer contre le bleu. Mais d'abord on va faire un petit tour de la liste globale. Donc Tamio, évidemment. Il va jouer toutes les bêtes un petit peu, on va dire, efficientes du format. Donc toutes les bêtes bleues efficientes. Il y a un truc à noter, c'est Broadside Bombardier, qui a pas du tout l'air dans son plan, parce qu'on va voir qu'il est quand même un deck mid-range, mais qui tend vraiment vers le contrôle. Donc c'est un deck mid-range de late game. On est quasiment sur le deck contrôle, mais ce petit package de bêtes là, ça fait que c'est pas vraiment un deck contrôle. Et je pense que c'est la bonne optique. Mais on va en reparler. Donc ce Broadside qui est pour moi hors plan, mais qui est évidemment très fort parce que euh, votre général coûte 5 mana et vous cherchez à reset le général. C'est-à-dire que une fois que vous avez activé ces 3 capas, en général, si vous activez ces 2 capas là, les 2 capas du bas, la bleue et la rouge, là, Ancestral Vision et Lightning Bolt, vous n'êtes pas loin de gagner la partie. Si vous arrivez à faire ça, il n'y a pas forcément de besoin de reset le général à ce moment-là. Ou de jouer un drop à 3 mana qui fait rien d'autre que d'être proactif. Ça m'amène à un point, parce que je pensais à ça ce matin évidemment. Euh, cette carte-là, Broadside Bombardier, je vois qu'elle peut être jouée dans Aragorn, dans plein de decks différents. Et en fait, alors évidemment la carte est cassée, mais la problématique de cette carte, c'est que c'est une carte qui a besoin d'avoir des, des permanents à côté d'elle pour fonctionner. Et je pense que cette carte, elle est vraiment à son paroxysme
dans un deck qui se veut plus proactif que ça. Là, on est vraiment un deck qui est pas assez proactif pour ça. Alors évidemment, c'est un finisher, mais quand vous essayez justement en tant que deck midrange de trader vos ressources avec l'adversaire, de faire du 1 pour 1, puis essayer de gratter un avantage par-ci par-là, c'est le genre de carte que vous êtes vraiment pas content de piocher. Si vous n'avez pas déjà rapide en jeu, en fait, c'est le genre de carte que vous n'êtes pas content de piocher. Je pense que c'est exactement la même chose dans Aragorn, et pourtant, c'est une carte qui clairement fait gagner des parties. Hein. C'est-à-dire que la piocher, dans beaucoup de setups, ça fait gagner des parties. Mais la problématique, c'est que ici, en général, quand on commence à mettre des coups de rapine dans la tête de l'adversaire, c'est qu'on a déjà pioché 3 cartes, c'est qu'on a déjà bolté un truc chez lui. Euh, En général, on est déjà assez bien, donc je pense que c'est pas un auto-inclus de cette carte, même si c'est évidemment c'est le genre de carte, c'est jamais une erreur de les jouer, tellement c'est puissant, même si c'est hors plan, ça fait des trucs beaucoup trop forts. Mais je pense que si on est dans l'optimisation, on va pas aller dans cette direction-là. Endurance, donc endurance, je pense que c'est très très puissant, c'est évidemment broken, hein. Ça n'a pas du tout les problématiques de Broadside. Endurance, ça va globalement partout. Le seul truc, c'est que son mana, il soutient pas Endurance, je pense. Donc, je sais plus si je l'ai cut dans la version que j'ai fait après, mais si vous voulez jouer Endurance, faut modifier le mana, probablement. Je sais pas si Mystic Sanctuary fonctionne avec genre juste 2 îles, mais faut modifier le mana parce que là, l'endurance, je me suis retrouvé dans certains spots où je pouvais pas la cast, mais ça pouvait être complexe quoi. Fallait que je Enfin, c'est très demandant vu que tu veux beaucoup de bleu dans ce deck. Hullbreacher, donc toutes les bêtes, le Pyroglyph. Ce Generous Ent, qui est probablement... Il joue 40 landes, je pense qu'il faut pas jouer moins de landes, son général coûte 5 mana, mais ce Generous Ent, c'est un 41e land, évidemment il y a tous les cantrips dans son deck. Je suis pas certain, mais de la pertinence, parce que on a besoin de land, mais peut-être pas à ce point-là. Je pense qu'il veut peut-être jouer des shuffle effects. J'ai pas trop compris l'inclusion de ce Generous End. J'ai pas trouvé que c'était vraiment indispensable. Donc il y a Brainstorm, donc il y a tous les petits contres. Évidemment, c'est la mode des Stifle en ce moment, mais on va en reparler. Ce Noxious Revival aussi, qui était bien dans certains spots, mais qui était vraiment awkward souvent, parce que, en fait, c'est une carte que tu... Comment dire? C'est pas une interaction, et c'est une carte qui va te redonner une carte à ta prochaine draw. Du coup, c'est comme si tu avais un peu un blanc en main. Donc, dans un deck, on va parler des problématiques de Témur. Dans un deck dont la principale problématique, c'est de ne pas avoir assez de removal à 1 pour tenir les decks aggro, jouer des cartes qui sont carrément un blanc dans ces match-ups, c'est quand même assez dur, je trouve. Euh, Donc voilà, donc il y a toute la suite de contres. Et en fait, ce qui est intéressant dans son deck, c'est qu'il joue beaucoup de piocheurs à 4. Il joue Fact, Déluge, pas beaucoup, mais il joue Fact, Déluge, et il joue Charme et Flamme of Anor. Mystique Confluence et Cryptic Command, c'est des cartes qu'on voit plus trop, hein, évidemment. Alors je sais pas, j'ai pas regardé les listes de deck contrôle, mais c'est des cartes qu'on a tendance à plus trop voir. Il y a Magmatic Sinkhole, les cantrips, itération. Donc là, en fait, ça, c'est un peu la triplette d'Arpenter. Là, c'est un peu vraiment... c'est les Avengers, hein, c'est la raison principale de jouer la tricolorité. T'en pioches un, tu le résous, il stick 2 tours. T'as pas gagné, mais bon, t'es vraiment très très frais. Up the Beanstalk, c'est une carte dont j'ai envie de parler parce que dans toutes les parties que j'ai fait, alors évidemment, son deck est un peu tourné autour, mais avec Mystic Confluence, Magmatic Sinkhole, Pyrokinésie. Mais en fait, le fait que son général coûte 5, Up the Beanstalk, c'était vraiment incroyable, tout le temps. C'est-à-dire que, pour 2, ça cantrip. Bon, c'est pas fou. Mais quand sur tout est free spell quasiment, c'est-à-dire sur Force, sur Fury, ça te fait draw. Sur Pyrokinésie, ça te fait draw. Sur... c'est les spells à 4 ou 5 5. Sur ton général, en fait, c'était là que c'était le plus impactant, le fait que ça te fasse draw sur le général. À chaque fois que je jouais mon général et que ça c'était en jeu, le fait que je pioche une carte, ça veut dire que même si ma CZ était contrée, j'avais quand même fait du 2 pour 1. Et ça m'a fait littéralement gagner toutes les parties où j'avais cette carte en jeu.
Parce que c'est un vrai... juste, on le voit en Legacy, hein, c'est une vraie bonne carte de CA, je pense, quand tu joues vert et que ton général coûte plus de 5 mana. À méditer, mais ça a été vraiment, vraiment impressionnant dans mes tests. Une Blood Moon, alors la Blood Moon, je pense que c'est parce qu'ils voulaient attaquer les decks bleus à mort, parce que j'ai fait le switch dans ma liste perso où j'ai juste mis une fable, parce que c'est juste plus fort. Et, euh, et une Wilderness Réclamation. Alors, qu'est-ce qui est fort avec ce deck, et qu'est-ce qui n'est pas fort? La problématique qu'on a, la première problématique, c'est qu'en fait, dans la colorité, la tricolorité, on n'a pas assez de removal 1. C'est-à-dire que si on compte les removal 1 qui interagissent sur le board tour 1, c'est-à-dire ça, enfin les vrais removals, Force Spike ça compte pas parce que ça interagit pas si t'es sur la draw, avec le one drop adverse, c'est ça qui compte pour moi. Galvanic Discharge, Lightning Bolt, Mental Misstep ça compte du coup, parce que Mental Misstep tu le gardes sur la draw, ça interagit avec le one drop A. Unholy Hit, Chain Lightning, Flamme Slash, t'as 6 removals à 1. C'est très peu comparé à ce que d'autres decks comme typiquement Aragorn vont jouer. Là, je fais un petit switch vite fait sur Aragorn, où tu joues 1, 2, 3. Alors ça, c'est censé être un Unholy Hit, donc bon, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 removal à 1. Vous vous rendez compte? C'est genre la différence, la différence, elle est quand même flagrante. Donc la première problématique de ce paquet, c'est que tu as beaucoup de mal à tenir les decks agressifs si tu n'ouvres pas des mains avec des removals. Et tu as malheureusement très peu de removals qui sont bien dans la colorité. J'imagine que si tu veux améliorer ton match-up contre ces decks-là, tu vas vraiment très fortement baisser ton match-up contre les autres decks. Qu'est-ce qui est fort avec ce deck? Contre quoi ce deck est bon, même sans être teké complètement contre contrôle? T'es très fort contre contrôle parce que t'as les piocheurs. T'as une série de piocheurs qui te permettent vraiment littéralement de passer devant. T'as les Cryptic Command et Mystic Confluence qui sont des bangers absolus dans ces match-up. Et dans plein de match-up d'ailleurs, hein, qui sont des cartes bleues juste qui sont devenues très chères aujourd'hui. T'as Mystic Sanctuary comme tous les decks bleus. Mais surtout, t'as un général qui coûte qui coûte moins cher que eux en général. À part, évidemment, le fameux Léovold anti-bleu. Moi, j'ai trouvé qu'avec ce paquet, les match-up aggro étaient quand même compliqués. Et les match-up contrôle étaient assez raisonnables, vu que tu as toute la tripotée de bet flash. Des fois aussi, tu sais, tu fais Tamio tour 1 qui te solote des games. Que ce soit contre aggro ou évidemment contrôle. Donc tu as toujours ces options-là. J'ai énormément pris plaisir à jouer ce deck. J'ai trouvé que c'était vraiment fun, vraiment sympa. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai apporté des modifications à sa liste et on va aller dessus. Et donc on se retrouve sur la liste que j'ai modifiée suite à mes quelques tests sur Loot. J'ai fait peut-être 4 ou 5 ligues. Donc on a les Avengers, évidemment. On a cette tripotée de bêtes mid-range très forte. J'ai rajouté un True Name Nemesis, parce que en fait, la problématique de ton deck, c'est que t'as quand même du mal à tuer. Hein, parce que ton général, il coûte 5, t'es un deck mid-range, mais des fois, c'est un peu... t'as des match-ups où tu peux pas le jouer parce que t'as que 5 mana et tu veux absolument le jouer. Il coûte virtuellement 6 mana, Loot. Hein. Il coûte que 5, mais virtuellement, c'est 6 mana. On rajoute un TNN pour tenir notre board, on rajoute un Oculus parce qu'on joue tous les cantrips, en plus du Murktide, et t'as pas le stress d'avoir Détective Phoenix dans ton deck et évidemment un Uro parce que c'est banni. Détective Phoenix qui est pas forcément nécessaire parce que ça combat pas spécifiquement avec la CZ à paraître un +4/+4 virtuel au lieu d'être un +2. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que, on va parler d'Enduring Curiosity juste là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé dans les cartes très chères, c'est-à-dire les cartes qui coûtaient 4 mana et 5 mana, et qui avaient peut-être un peu tendance à me rester dans la main.
Pourquoi j'ai coupé dans ces cartes? Parce que bah, du coup je me suis rendu compte que dans les match-up contrôle c'était très puissant, mais dans les autres match-up en général, surtout les match-up assez agressifs, ça avait tendance à être beaucoup plus lent et beaucoup plus faible. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour combler ça? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré jouer des cartes qui soit étaient très fortes avec mon général, genre typiquement cette carte-là à la place d'un fait ou fiction. Alors, il y a une synergie évidente avec le général qui a double strike, ça veut dire qu'on touche deux fois, si Enduring Curiosity est en jeu sous quelle que soit sa forme, on piochera deux cartes. C'est aussi une bête qui termine la game. Essentiellement, je pense que c'est excellent dans ce paquet, pour ça. Au-dessus d'un des piocheurs à 4 qui commence à être un peu vieillot, on va pas se le cacher. Le petit nouveau sur le pavé Stock Up, qui est un rituel à 3 qui fait la même chose que les instants à 4, sauf que justement ça coûte 3 mana et en termes de curve contre les decks qui cherchent à curver, ça peut être très impactant. On a évidemment toute la tripotée de cantrip, encore une fois, dont on va revenir parler. Ces deux cartes que j'ai pas vues dans les, dans les listes, globalement, Growth Spiral et Planar Genesis, qui sont très fortes évidemment, parce que votre général coûte 5 mana et qu'on essaye d'y arriver le plus vite possible, surtout à 6 mana, toujours, pour pouvoir profiter d'un de ces effets, surtout Ancestral Recall, hein, bien évidemment, parce que c'est ça qui fait, qui casse la game avec ce deck, hein, c'est de faire Ancestral Recall une fois, et ensuite d'essayer de le refaire. En général, sur votre Ancestral Recall, si vous piochez pas 3 landes, ce qui est déjà arrivé, vous avez de grandes chances de gagner cette partie. J'ai évidemment oublié Moloch, je rajoute Moloch dans cette liste parce que j'ai toujours encore une fois envie d'améliorer mon match-up agressif. Si je voulais vraiment améliorer à donf le match-up agressif, je commencerais à jouer des Burst Lightning, ce genre de cartes, mais bon, c'est quand même des moitiés de cartes aujourd'hui dans le plan qu'on a. Donc, est-ce qu'on a envie d'aller dans cette direction-là? Je suis pas certain avec la méta qui se présente devant nous, mais ça m'amène au fait de parler évidemment des fameuses tech anti-bleu là, genre Mystical Dispute, Pyroblast. Pyroblast, c'est de l'extrémisme, mais Mystical Dispute. Mystical Dispute, c'est bien si vous pouvez vous le permettre. Après, en fait, on va se rendre compte, parce que là je vais vous en parler, typiquement on va faire un report sur Aragorn, mais que c'est quand même la jungle. Même s'il y a une méta bien établie, vous pouvez rencontrer tout et n'importe quoi dans un tournoi de Duel Commander. Du coup, à part dans une période où vous aviez Inala dans le méta, où vous êtes sûr que genre sur votre tournoi il y a 50% d'Inala, moi je trouve ça difficile d'admettre qu'il faille en gros sider son main deck en DC. Après, c'est quelque chose qui s'entend évidemment, parce que si vous dites que dans votre tournoi vous allez rencontrer que des decks bleus ou que des decks rouges, jouer des cartes comme Pyroblast ou Hydroblast, évidemment que vous avez envie de les jouer. Le problème c'est que si vous taguez 3 Yoshimaru d'affilée et que vous avez votre Pyroblast dans votre deck et vous le piochez, je sais pas à quel point. J'ai pas assez de data et je pense qu'on n'en aura jamais assez vu le nombre de personnes qui jouent au format pour me dire que c'est juste ok, bon, de temps en temps, quand tu veux Yoshimaru, piocher son Pyroblast. Mais bon. Donc voilà pour loot. Globalement, j'ai essayé d'améliorer le deck dans ma façon de jouer, en rajoutant un petit peu plus de pression, et en rajoutant du CA sous une forme qui était, à mon sens, un poil plus efficiente. La finalité sur ce paquet, c'est que je pense que c'est un très bon deck. C'est évidemment seulement un tiers 2. C'est pas du tout au niveau d'Aragorn. Alors là, ouais, spoiler alerte, hein, c'est pas le deck qui va détrôner Aragorn. Mais je trouve que c'est un deck qui a toutes ses armes pour se battre, vraiment. Euh, et qu'il faut pas sous-estimer si vous le rencontrez en tournoi, parce que ça fait quand même des jolies dingueries. Et même si c'est un deck très fair, je pense qu'avec moi, vous allez voir beaucoup de decks très fair. Je suis pas trop dans les decks unfair, tout ça. Il n'y a pas vraiment C'est ça qui va le porter, le mettre un peu à l'arrière de ces paires de decks bleus, c'est que vous n'avez pas du tout de mécanique un peu unfair.
C'est-à-dire qu'Aragorn, typiquement, même si c'est un deck très fair, la mécanique unfair, ça va être le monarque. Atraxa, ça va être Dreamhall, Léovold, ça va être les draw sets, je sais pas, j'ai pas d'autres idées en tête, mais vous voyez un peu l'idée. Donc je pense que c'est un bon deck à ramener en tournoi, mais vous mettez évidemment pas toutes les chances de votre côté pour gagner un tournoi. Voilà, en toute réalité, j'ai pas le mot, je trouve pas le mot, bon bref, vous avez compris. Donc, suite à ça, on va passer maintenant sur, j'imagine, la partie de la vidéo que tout le monde attend, mon petit Aragorn. Alors, pour ce qui est d'Aragorn, dans un premier temps, je vais revenir sur le dernier tournoi que j'ai fait, qui était au Kremlin Bicêtre, donc évidemment région parisienne, parce que c'est plus simple pour moi, et qui était le 16 mars. Donc j'ai joué une liste, donc la fameuse liste que je vous avais, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la même liste que je vous avais présentée la dernière fois. Et j'ai quelques retours dessus. Dans cette liste, je joue Oculus, Murktide et les 3 cantrips dont on a toujours parlé, qui sont Ponder, Preordain et le fameux Pic. Je vais d'abord vous faire un petit report du tournoi, et ensuite seulement, je vais vous parler des cantrips. C'est le point que je veux aborder en priorité. Donc, mon tournoi, il s'est... alors, faut que je retrouve, je l'avais là quelque part, voilà. Donc, j'ai commencé à jouer contre un Satya, donc je gagne la game, donc c'est un premier deck bleu. D'ailleurs, de mémoire, il prend un Pyroblast. J'étais assez fier de moi sur ce coup-là. Ensuite, round 2, je tag un Ketramos, un joueur que je connais. Je gagne la partie, mais c'est un match-up qui est relativement serré, je trouve. Ça peut vraiment glisser dans les deux sens. Troisième round, je vais taguer un Elminster, donc mon mate Antonin Guillaumont. Je gagne la partie. Je me sens assez, genre vraiment sur un petit nuage parce que youpi, waouh, j'éclate les decks bleus. Derrière, je tag mon mate, le fameux bad coach Baptiste, qui me colle 2-0 sec. Je peux rien faire du tout. Elminster toujours. Donc vraiment, c'est des match-ups qui sont pas acquis. Hein. Ensuite, round 5, je tag un Malcolm bleu. Je gagne la round. C'est un deck qui a relativement du mal contre Aragorn, je pense, globalement. Et dernière round, je tag mon mate Brico, le fameux Bricoflex, qui jouait Azusa, et je suis très content de faire un idée avec lui parce qu'il y a un top 16. En top 16, donc je tag un deuxième Azusa qui n'est pas Brico, je suis obligé de jouer cette fois. C'est un joueur qui a tendance à jouer en moderne, beaucoup plus, ou dans les formats de Magic normaux, on va dire. Et du coup, il a un peu pas trop la connaissance du format, ce qui me permet de prendre la win, mais je pense que contre un joueur plus chevronné, j'aurais pas gagné les games qu'on a joués. Un petit big up à la relique de Progenitus qui a vraiment bossé dans ce match-up. Et ensuite, en quart de finale, du coup, je tag un joueur que je ne connais pas, qui joue John Jensen, donc le général Mardu, qui va nous mettre des tokens en jeu en sacrifiant des artefacts. Bon, je sais pas du tout ce que son deck il fait. Et je perds à la mort subite. C'est un peu triste de cet outcome parce que je reviens, donc je perds la game 1 sur combo Painter Mellard et la 2 je reviens littéralement de l'enfer et je fais probablement le pondeur de toute une vie où je vois un truc du style Solitude, Flash, Murktide, enfin bon. C'est vraiment des belles parties qu'on a jouées et c'est pas un match-up qui était très facile malgré tout avec l'itération de la liste que j'avais à ce moment-là. Donc voilà, plutôt content de mon tournoi, plutôt content de la liste globalement, mais on va parler plus en détail de certains points. Je viens d'en parler, cette fameuse petite relique de Progenitus, c'était parce que j'avais très peur de ne pas pouvoir gérer les yards et je me suis dit j'ai envie de rentrer une carte qui est générique et qui a cet effet-là. Je pense que c'est ok d'avoir ça dans son deck, peut-être que Ghost Vacuum c'est mieux.
On en a discuté entre nous globalement pendant le tournoi. L'autre itération de cette carte qui s'appelle, j'ai plus le nom de la carte. Soul Guide Lanterne est probablement mieux, parce que ça te coûte pas de mana pour exiler le cimetière adverse. Moi, dans ma tête, j'avais la micro-synergie relique de Progenitus avec Murktide, qui me plaisait globalement bien. Mais c'est vrai que Soul Guide Lanterne est peut-être mieux. À voir. Je pense que c'est... Malgré le fait que ça ait quand même été puissant, je pense que t'as pas envie de te stretcher jusque-là, à part dans une méta vraiment très axée sur le yard, mais c'est plus le cas en ce moment, vu que les réanimatous sont, peut-être après la dernière vidéo de Mathieu, ils vont revenir, mais là ils sont un peu en retrait, et t'as pas spécifiquement besoin d'un outil comme ça pour gérer les yards. Et j'imagine aussi que si tu joues un outil comme ça, je l'ai rentré un peu parce que j'avais besoin de rentrer quelque chose, mais j'imagine aussi que si tu joues un outil comme ça, t'as envie de jouer e-tutor avec, parce que en plus, typiquement, maintenant, ça va chercher Shorikai, ça va chercher P-Wave, ça peut aller chercher Fable dans certains spots, j'imagine, et ça va chercher Phoenix surtout. Donc voilà, globalement, il y a cette carte-là dont j'avais envie de parler. Il y a Mystical Dispute et Pyroblast qui, évidemment... Alors, Pyroblast, c'était l'extrémisme total. Mystical Dispute, c'est vraiment beaucoup plus acceptable. Je pense que c'est une carte qui doit être jouée globalement. Parce que dans une méta bleu heavy, quand tu tags un deck bleu, ça fait vraiment le café, quoi. Pyroblast, après, c'est toujours la même problématique. Probablement que tu joues ça dans un deck, tu joueras beaucoup plus ça dans un deck style Marchesa ou dans un deck avec un général qui loot. Mais je sais pas si je le relisterai sur un tournoi, vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la jungle en DC, on peut trouver tout et n'importe quoi, du coup, en fait. Les games, en fait, contre les decks aggro avec Aragorn sont quand même très serrés malgré tout. Et piocher un blank total, ça peut vraiment t'éclater dans les mains, quoi. Après, évidemment, tu joues contre un deck bleu, t'as ton Pyroblast, tu vas pas gagner la partie, mais t'es très avantagé. C'est un spell qui est nuts dans le match-up. Donc, voilà. Alors, maintenant, on arrive au morceau, le gros morceau, je pense, dont j'ai envie de parler sur ce tournoi. C'est Ponder, Preordain et Pique. Alors, j'ai joué les cantrips, ça fait peut-être, suite à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vu, tout ce que j'ai entendu chez les autres joueurs de MTG Prime, en lisant les biquettes, machin. J'ai joué les cantrips pendant, ça doit faire peut-être 2 3 mois que je joue les cantrips. Je dis peut-être des bêtises, hein, ça fait peut-être que 1 ou 2 mois que je joue les cantrips. Évidemment, c'est des cartes qui ont été puissantes, qui sont des bonnes cartes de Magic. Je pense aujourd'hui que c'est des cartes qui ne vont pas du tout dans l'optique d'Aragorn. Pourquoi? Globalement, t'as envie de piocher... Enfin, t'as envie de piocher... Si jamais je pouvais jouer des parties de Magic où on me dit, ok, bah, tu vas piocher tes cantrips toutes tes games tour 5, évidemment, je vais jouer mes cantrips. La problématique, c'est quand tu pioches tes cantrips en early, en fait. Alors, évidemment, c'est pas dans tous les match-ups non plus. Demain, t'es dans un méta, c'est toujours pareil. Demain, t'es dans un metagame où le tempo n'est pas important, c'est-à-dire un metagame contrôle, on va dire. Où le tempo en early game, en tout cas, est pas important. Tu vas jouer des cantrips dans ton deck. Aujourd'hui, t'es dans un méta qui est quand même vachement diversifié. T'es dans un méta qui est très bleu. Mais le deck bleu le plus joué, c'est Aragorn. Et le tempo dans le match-up Aragorn, dans le miroir d'Aragorn, c'est très important. Donc, mon but étant... Globalement, mon but, c'est d'interagir avec mon adversaire et de faire du 1 pour 1. J'ai besoin d'avoir ce tempo pour justement pas jamais passer derrière dans la partie. Évidemment, je vous dis ça alors que la plupart des cantrips que j'ai castés, parce que je les caste pas évidemment comme un Google, la plupart des cantrips que j'ai castés étaient bons, mais je pense que si j'avais eu des cartes interactives à la place de ces cantrips, ça aurait été meilleur. On va refaire la comparaison entre le 100 cartes et le 60 cartes ensemble. Évidemment dans un format comme le Legacy, parce que c'est le format dans lequel les cantrips sont légaux. Dans un format comme le Legacy, tu vas jouer 4 Brainstorm, 4 Ponder dans ton deck bleu, quasiment quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que déjà, tu as 4 Force of Will dans ton deck bleu. C'est-à-dire que la perte en tempo de ton cantrip, elle est rattrapée par tes spells gratuits.
Si tu avais autant de spells gratuits en DC, évidemment que tu jouerais les cantrips. La problématique, c'est qu'en DC, tu n'as pas autant de spells gratuits. Et du coup, la perte de tempo de ton cantrip n'est pas forcément rattrapée. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans une situation où, genre, je te dis nimp, mais ton adversaire il fait merde et rune tour 1 et ton one drop c'est pondeur, t'as juste envie de t'ouvrir les veines. La deuxième raison, toujours la comparaison avec le 60 et le 100 cartes, c'est que à 60 cartes, quand tu castes un cantrip qui, on va dire, qui regarde 3, on va dire genre Preordain, Pondeur, machin, et que t'as 4 fois, enfin des cartes x 4 dans ton deck, t'as encore une fois beaucoup plus de chances de trouver ce que tu veux. Donc ça a beaucoup plus, le cantrip, le pondeur avec les shuffle effects qui vont, hein, parce que évidemment t'as beaucoup plus de shuffle effects, vu que t'as plus de fetch dans les decks, t'as un ratio qui est beaucoup plus élevé, fait que ton cantrip il a beaucoup plus un effet tuteur. En 100 cartes, ton cantrip, il a beaucoup moins cet effet tuteur. C'est-à-dire qu'il a plus cet effet un peu souple où ça va te chercher des landes, globalement. Tu veux lisser tes sorties en DC, tu joues des cantrips, donc tu veux pour trouver tes landes. Globalement, c'est le truc comme ça que je vois le truc. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est le sentiment que j'ai. Si on va rapidement à cet endroit-là et qu'on regarde la première Coupe de France, voilà, le Raffine que je jouais à l'époque, il y avait The One Ring dans mon deck, quelle belle époque. Il n'y a pas de cantrip dans le deck. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Parce que je voulais justement pas perdre en tempo. C'est qu'au lieu de jouer des cantrips, je jouais plus de landes. Je pense que j'ai été le Raffine qui a joué probablement... J'en sais rien, je peux pas le dire, mais je pense que j'ai été le Raffine qui a joué probablement le plus de landes. Parce que j'avais justement besoin de lander à tous les tours, et que mon but, c'était de pas perdre ce fameux tempo. Raffine, c'était évidemment un animal différent qu'Aragorn, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa vision. Et maintenant, du coup, pourquoi ne pas jouer les cantrips typiquement dans Aragorn, et pourquoi jouer les cantrips dans certains decks, type Réanimatou? Je pense que tu veux pas jouer les cantrips dans ce deck parce que ton but c'est vraiment d'interagir avec ton adversaire jusqu'à résoudre un monarque qui va casser le board state et casser la partie pour toi. C'est ton plan, ton général, c'est clairement ton plan NFR, le fait d'avoir le monarque et de pas avoir de phase d'attaque. C'est ça ton plan NFR. Donc ton but, c'est de pas perdre ce fameux monarque, on en est encore là, c'est toujours la même chose, j'ai l'impression que je deviens redondant, mais bon bref, c'est pas grave, on s'en fout. Et du coup, on a besoin d'avoir des cartes qui interagissent avec son adversaire. Même si Pique, c'était probablement le meilleur des cantrips j'ai trouvé, parce qu'avoir l'information sur la main, c'est vraiment... C'est tier 0, c'est godlike, c'est trop bien, c'est un truc de ouf. Je pense que j'ai besoin d'avoir une carte interactive, plutôt. Donc, on va arriver sur les autres listes. Par contre, quand tu as envie de jouer des cantrips, je pense que tu as envie de jouer des cantrips quand ton but dans la vie, c'est d'assembler A et B. Typiquement, Réanimatou, donc la liste de Mathieu, tu veux assembler, alors là c'est encore pire, tu veux assembler A, B et C. Tu veux assembler genre looter, grosse bête, réanimator. Donc, dans ce cadre-là, lisser tes sorties pour trouver tes éléments, c'est très pertinent. Parce que ton but, c'est de faire quelque chose qui est... d'avoir un plan complètement unfair et de faire quelque chose qui va casser la game. Donc cette perte de tempo, elle est rattrapée par le fait que tu vas juste gagner la partie. Nous, on n'a pas cet effet-là. C'est-à-dire que nous, on va chercher des landes, on va chercher un truc que ça va pas être ça, du coup on va shuffle, oh putain, j'ai perdu un mana, je peux pas caster mon truc. Non. Moi je pense que dans Aragorn, typiquement, t'as pas besoin, t'as pas envie d'avoir ces effets-là, justement pour les raisons évoquées ci-dessous. Ci-dessus, bon voilà. On va passer maintenant sur les nouvelles listes, parce que j'ai 2 listes à vous montrer d'Aragorn, dont j'ai envie de vous parler. Ah, et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que typiquement, pour réillustrer mon exemple de t'as envie d'assembler A plus B, j'avais fait un peu le check-up où je regardais les listes de Tymna Thrasios, où je pense typiquement que Ponder, Preordain, c'est ouf. Et en fait, quand on prend une liste de Tymna Thrasios, alors j'espère qu'il les a pas dans son deck, hein, mais quand on prend une liste un peu de Tymna Thrasios random,
j'ai le sentiment ils vont pas avoir tendance à chercher à jouer Ponder Preordain. Parce que, évidemment, tu préfères jouer des tuteurs au-dessus. Mais si tu veux lisser tes sorties, un type, je sais qu'il est fort, c'est un type de l'équipe de Jules. Alors, laissez-moi retrouver. Damienad, voilà. Je sais que c'est un jeune qui est très bon, c'est comme Jules, on se rapproche du petit génie. Et qu'est-ce qu'on voit? Brainstorm, Ponder. Et je pense que c'est du génie de mettre Ponder dans ces listes de Team Natrasios. Je pense qu'il faut même jouer Preordain, même si c'est ta couleur qui est pas dominante, parce que justement, dans ces decks-là qui cherchent à assembler A et B, c'est là typiquement, que tu veux avoir ce genre d'effet. Quand on regarde les deck tech d'Alex Aber, typiquement sur les Ovold, ça s'entend que tu as envie de jouer Ponder et Preordain parce que tu cherches à assembler A et B. Par contre, si demain, j'imagine, qu'ils sortent, je te dis n'importe quoi, qu'ils sortent 4 tuteurs, tu joueras 4 tuteurs au-dessus de ton Ponder et ton Preordain. Voilà, on repasse sur Aragorn. Ok, donc la première liste dont j'ai envie de parler d'Aragorn, donc ça va être une liste assez, on va dire, ça va être la liste un peu stock maintenant du moment, j'ai l'impression. Hein. Donc la liste sans les Mother, sans les effets Mother, parce que j'ai trouvé qu'on n'en avait pas besoin. Il y a le petit effet Ri. Qu'est-ce qu'il y a à noter dans cette liste? Il y a 21 bêtes, donc on est vraiment dans l'élite de l'élite là. J'ai très envie de rentrer une Svielune dans mon deck parce que Svielune, je l'ai retesté récemment et ça m'a encore soloté des games et je trouve que la carte est assez insane parce que c'est genre. Ça se curve très bien avec Aragorn en fait. On est obligé de. Si tu slams une Svielune tour 3, qu'elle n'est pas gérée, que le mec est obligé de la gérer parce que sinon t'as un petit monarque entre guillemets qui peut pas récupérer donc c'est encore mieux. Et c'est vraiment une bonne bestiole, j'ai trouvé dans le deck globalement. Je la jouais à la Coupe de France la dernière, c'était vraiment très très fort. Je sais pas pourquoi j'ai été amené à le cut, mais je vais peut-être le remettre. J'ai mis une carte interactive à la place, on va en parler. Mais... Bref. Donc là, les fameux sorceries à 8, expressive itération. Et ici, on vient combler en fait tous les slots que j'ai retirés qui étaient un peu corner, genre dispute, pyroblast, relique avec la petite mode des Stifle et des Tellsend. Donc à voir, je suis pas encore défini là-dessus. J'entends que Stifle c'est devenu vraiment beaucoup plus fort qu'avant parce que maintenant tu as beaucoup plus d'ETB impactant qu'avant surtout. Si c'est vraiment bien, t'es un peu le deck midrange qui se prend pour un deck tempo. Je sais pas à quel point c'est pertinent de lister Stifle. On parlait de Svielune, voilà, donc le drop 3 que j'ai mis, parce que pour avoir joué loot un petit peu, là, j'avais trouvé que c'était vraiment, vraiment cool d'avoir le choix. Hein. C'est très important d'avoir le choix en duel commander. Alors évidemment, c'est pour ça qu'on liste Borrower, par exemple, parce que ça donne le choix, vu qu'on n'a pas de side. Et Flamme of Anor, je pense que c'est une carte qui est bonne, qui est très average quand tu la castes seulement pour 3, mais qui est insane si jamais tu te retrouves avec un snap ou un Tidebinder en jeu. Je sais pas, j'ai peut-être plus envie de jouer une Svielune là en m'entendant parler que Flamme of Anor. Si jamais ça marche assez bien pour moi, vous verrez le résultat sur MTG Top 8. Si jamais ça marche pas, vous ne le verrez pas. Mais bon, on en reparlera le mois prochain. À voir, je pense que c'est une carte que j'ai envie de tester au-delà de Svielune là. Pourquoi pas. Et du coup, avec le cut des pondeurs et des preordain et des cantrips, là, globalement, on a augmenté le land count. Alors, j'ai envie de parler de ce mana parce que j'ai fait des changements. J'ai regardé des listes, beaucoup de listes des Américains, là. Donc la liste un peu qui tourne des Américains parce que sur MTGO, parce que les Américains, ils net deck les listes. À mort, j'ai l'impression, beaucoup plus que nous. Et en fait, je me suis rendu compte que dans leur mana base, ils jouaient pas les. Il y en a certains, beaucoup, j'ai trouvé, qui jouaient pas les slow land et les fast land. Parce qu'ils voulaient jamais quasiment avoir de land qui arrive tap. Du coup, dans cette optique, ils mettaient plutôt, pour combler, une plaine, une île en plus. Je sais pas à quel point c'est pertinent, parce que je pense que ça réduit fortement ta chance de caster certains de tes spells on curve, typiquement contre-sort et invert polarity. Hein. Je pense aussi à TNN, Click, Skyclef. T'es quand même un deck qui est très très gourmand en mana malgré tout, hein, même si t'as pas un général à 3 qui coûte 3 couleurs différentes. Donc je sais pas à quel point c'est pertinent, mais j'avais envie de tester ça.
Mishra Factory qui a été vraiment très bonne dans cette mouture avec pas beaucoup de bêtes. Voilà, globalement, c'est un peu l'idée. Ça, c'est vraiment c'est le Manland qui arrive d'étape. Le colorless te fait mal de temps en temps, mais bon, t'as un land incolore dans ton deck. Bon, on verra jusqu'où ça nous mène, mais j'ai vu pas mal de retours très très positifs sur Biquette dessus, donc à voir. Voilà, donc ça c'est la première liste dont je voulais vous parler. Donc c'est la liste un peu stock, je pense, aujourd'hui, où vraiment, bon, t'as deux trois slots un peu qui vont bouger par-ci par-là. Il y a TNN qui est revenu parce que, oui, je sais que j'ai dit du mal de TNN dans la dernière vidéo. Je pense que j'en dis encore dans mon cœur du mal de TNN, mais je sais pas. C'est dur de lui dire au revoir en même temps, c'est assez bizarre. On verra comment ça se goupille pour TNN, mais ce serait pas, comment on dit, c'est pas impossible que ça devienne une Cielune TNN typiquement. On verra. Et donc la deuxième optique dont je voulais vous parler, c'est une optique beaucoup plus proactive d'Aragorn. Parce qu'en discutant avec la Prime Squad, notamment Mathieu, il me dit Aragorn c'est nul, machin, ça perd le monarque, ça met pas de pression, ça joue pas de bête, machin. Donc je me suis dit, bon bah dans ce cas-là, vas-y, on va essayer. Mathieu, c'est un mec que je considère qui est très fort, je me dis, bon, il dit ça, pourquoi pas. Donc là, c'est un peu un truc que je vous lance dans la vidéo où moi j'ai fait un petit essai de mon côté, c'était pas forcément concluant. Bon, après je testais, je rentrais du boulot, j'étais crevé, voilà. À voir si on peut le rendre concluant ensemble. C'est une idée que je vous lance comme ça, je me dis que ça peut être assez pertinent. Où là, vraiment, vous aurez évidemment le lien des listes dont j'ai parlé, des miennes en tout cas, hein. Celles sur MTG Top Shot, vous pouvez les trouver, mais les liens de mes listes, vous les aurez en commentaire. Donc là, en fait, on sort un peu de l'archétype midrange un peu lent pour rentrer dans l'archétype d'un midrange beaucoup plus proactif. Donc, comme on joue plus de bêtes, on remet les Mother, parce que là, on joue beaucoup plus le board, en fait, c'est ça le but. Il y a cette carte qui, je pense, est super crack broken avec ton général, parce que en fait, ton général, il peut réattaquer sans le détape. Donc ça te fait genre 8 de patates. Et puis c'est un looter. Ah bah tiens, on n'a pas reparlé des looters. Dans l'ancienne liste, j'ai quand même fini par cut Occulte Epiphanie, parce que en fait, malgré tout, c'est quand même un peu une demi-carte. En général, des fois, t'arrives à le caster pour 4 et en fait, t'as pas assez de types. Donc, et tu te retrouves avec une 1-1, c'est un peu ridicule. J'ai trouvé que le spell vivait moins à la hauteur de mes expectations que dans Raffin. Donc j'avais un moins bon feeling. Même si l'effet est fort, en fait, le niveau de ton deck est vraiment au-dessus globalement de Occulte Epiphany. Et d'ailleurs, je vois cet archiviste of Ogma, je suis vraiment content de l'avoir mis sur la carte, je vois qu'il pop dans de plus en plus de listes. C'est vraiment... ça a vraiment été très bon. Genre, très très bon. Je pense que c'est une carte, c'est un sleeper, on l'a pas vu, c'était insane. Bon bref, on repasse sur l'autre liste. Donc, il y a cette Fear of Missing Out, il y a cette fameuse Voice of Victory. Voice of Victory est pas dans l'autre liste parce que je sais pas à quel point c'est pertinent de jouer cette carte, à part dans un méta très très bleu dans l'autre deck, parce que c'est pas une carte qui va soloter une game toute seule. Je me trompe peut-être, mais je sais pas trop. On verra. L'avenir va nous dire si elle fait son chemin partout, on verra. Le fameux Broadside qui revient dans cette mouture parce que t'as beaucoup plus de trucs à lui sacrifier, donc bien évidemment. J'ai peut-être été un peu frileux sur les bêtes parce qu'en fait je m'échappe pas vraiment des 20 premières bêtes qu'on a et je remets d'autres bêtes. J'ai peut-être été aussi un peu frileux parce que j'ai pas forcément retiré beaucoup de mes contres. J'ai retiré Remand pour faire de la place. J'ai fait de la place un peu comme j'ai pu, hein. J'ai retiré Stifle, Tell's End, Polarity et Counterspell peut-être. À voir. Je pense que c'est un peu un chantier cette version. L'idée en gros, c'est que tu veux essayer de mettre plus de pression et arrêter de te cacher derrière tes counterspells. Au début, j'ai fait une liste qui mettait plus de pression avec des Guide of Soul et des bidules. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de counterspell et que j'avais bien envie de me cacher moi derrière mes counterspells. Donc je me suis dit, on va remettre des counterspells. Donc,
globalement, c'est un peu l'idée, à voir ce que ça donne. Je pense que la première optique est meilleure, mais il y a peut-être quelque chose ici. Je vous invite à y réfléchir. Si vous avez des idées dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Voilà, je pense que ça va être la fin de la vidéo pour moi. C'était Maximilien Khalil pour MTG Prime. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si, je peux vous dire que demain j'ai un tournoi, je vais probablement jouer cette liste, et je vous ferai un retour le mois prochain. Donc c'était Maximilien Khalil pour MTG Prime. À vous les studios.